Vincent Renard, vous êtes à ma gauche, vous êtes directeur de recherche au CNRS, économiste, vous êtes le père de la revue Études foncières. Et oui, Philippe Pointreau, vous êtes directeur de Solagro, vous êtes un des pères du programme After 50. Et Dominique Arouez, directeur de recherche à l'INRA, corrigez-moi si je me trompe, ex-directeur d'Infosol et directeur de l'AFES, l'association, je précise tout de suite, président de l'AFES, donc je précise tout de suite, l'Association française d'études des sols. Première question, que vous saisissez à la volée, les définitions que j'ai évoquées, hein, celles de nos amis, elles vous évoquent quoi? Et pour vous, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'un sol? Quelque chose de fantastique. C'est la peau de la planète, quelque part. C'est la peau de la planète. Sans laquelle on ne pourrait pas vivre. D'accord. Philippe Pointreau. Je crois que tu l'avais dit dans ton exposé, moi le terme de bien commun, je trouve, me va de plus en plus. Et après, oui, c'est la peau. Enfin, on a toujours l'impression qu'il y a la vie est plus importante dans le sol en termes d'espèces que ce qu'on a au-dessus, quoi. Et en fait, on a tendance à voir ce qu'il y a au-dessus, les mammifères, les oiseaux, etc. Et à oublier ce qu'il y a dans le sol, alors qu'il y a une infinité et diversité. Et pour ton bien commun, ce n'est revenu que 4 fois dans la restitution de ce que nos amis ont bien voulu nous écrire. Et globalement, après enquête, c'est pas ce qui revient le plus. Ce qui revient toujours, c'est moyen de production. Le support de la production, de l'alimentation, mais au sens agricole, bien commun, ça ne revient pratiquement jamais. Ça vous laisse perplexe? Oui. Non, moi je pensais à une autre chose. C'est fondamentalement un objet politique, un objet de conquête, un objet de conflit. Et je connais peu de situations apaisées par rapport à la propriété du sol. Ça me paraît un enjeu considérable aujourd'hui. Alors finalement, de quoi on parle? Pourquoi est-ce que c'est important les sols? Alors on m'a demandé d'être assez basique et pédagogique, ce qui est toujours très difficile pour quelqu'un qui vient du monde de la recherche et qui est ingénieur aussi. Donc basique, je sais faire. Pédagogique, c'est pas forcément facile pour moi. Donc je vais commencer par la base. Donc de quoi se compose un sol? D'où vient-il? Ça marche en plus. Comment se fait-il qu'il y en ait de si différents les uns des autres? Quelle place ont-ils dans notre environnement? Quels sont les services qu'ils rendent? Pourquoi et par quoi sont-ils menacés? Est-ce que nous en avons réellement conscience? Alors, pour commencer, de quoi se composent les sols? Alors c'est très basique, hein. Les sols, c'est un mélange complexe de particules minérales et de composés organiques qui sont souvent très intimement liés. Ils présentent également une porosité, des trous, si vous voulez, qui peuvent être occupés par de l'eau et de l'air. Et puis enfin, les sols sont vivants, c'est-à-dire qu'ils abritent une quantité incroyable, on l'a déjà dit, d'organismes sur lesquels je reviendrai, et qui permettent au sol d'assurer un certain nombre de fonctions qui sont essentielles. Alors, ces particules minérales, vous les connaissez, hein, c'est sans doute ce que vous voyez le plus souvent, les blocs, les pierres de nos sols caillouteux, les graviers, le sable de nos dunes, le sable de nos landes, les limons qui sont très présents dans le nord de la France, et puis plus près de vous, par exemple dans le Pays de Caux, et puis enfin les argiles qui sont les particules qui sont finalement les plus réactives. Et donc chaque sol contient une proportion variable de ces éléments, et à ces éléments minéraux se rajoutent de l'air, de l'eau, parce que sans eau, pas de fonctionnement des sols, pas de vie, sans air et sans oxygène en particulier, pas de vie non plus. Et c'est cette vie qui est symbolisée ici par la croissance d'une plante, c'est cette vie qui va incorporer au sol des matières organiques. Des matières organiques qui ont des origines qui sont extrêmement diverses, elles sont toutes biologiques bien entendu, mais avec des transformations physiques, chimiques et biologiques qui vont générer dans le sol des composés organiques très divers, parfois très complexes et parfois très simples. Et en schématisant un peu, cette matière organique, elle vient du vivant, mais c'est elle aussi qui, en retour, va rendre le sol vivant. Le sol, c'est le siège d'une extraordinaire biodiversité et d'un patrimoine génétique immense. Alors, tout le monde connaît les vers de terre. Ils ont même inspiré certains écrivains. Je ne sais pas si vous voyez en bas, il y a un écrivain qui a dit « Les vers de terre s'enfoncent dans le sol pour ne pas tomber amoureux des étoiles ». C'est beau. Ils ont été aussi, pendant un temps, le sujet de travail d'un illustre savant qui était Darwin. Mais il y a tant d'autres espèces que nous ne voyons pas et que nous ne savons pas. Il y en a de toutes les tailles, depuis des micro-organismes jusqu'à la macrofaune. Et dans ce monde souterrain, ils ont tous un rôle, ils ont tous une fonction.
Il y en a, les plus petits, qui ont plutôt un rôle d'ingénieurs chimistes. En gros, ils décomposent, ils recyclent. D'autres sont plutôt des régulateurs de population, des prédateurs en quelque sorte. Ils régulent les populations. D'autres fragmentent des matières organiques brutes en facilitant l'accès aux autres. Et puis d'autres encore brassent le sol, creusent des galeries, créent de la porosité, incorporent des matières organiques en profondeur. Mais combien ils sont? Combien sont-ils? Les chiffres sont vraiment impressionnants. Dans une cuillère de sol, vous pouvez avoir 1 milliard de bactéries, plusieurs mètres de mycélium de champignons, des millions de protozoaires. Quel milieu fantastique! Mais au fait, mais d'où viennent-ils ces sols? Eh bien, c'est à la fois très simple et très compliqué, comme toujours. Si on veut simplifier à l'extrême, au départ, il y a une roche, il y a un matériau parental, comme on dit nous autres, les pédologues. Puis ce matériau, il va s'altérer au début, principalement sous l'effet du climat, et puis la vie va s'installer et enrichir le sol en matière organique. Et ensuite, ça devient beaucoup plus complexe. L'altération continue, mais il y a aussi des mouvements, il y a aussi des migrations, des accumulations, des transformations minéralogiques, tout un tas de processus que nous nommons, nous, pédologues, la pédogénèse. Alors là, ça se complique parce que cette pédogénèse, elle dépend de plein de paramètres. Elle dépend du matériau parental, bien sûr, de la géologie, si vous voulez, mais aussi du climat, que ce soit le climat actuel ou le climat passé. D'ailleurs, quand on regarde une carte des sols du monde, c'est avant tout l'effet du climat qu'on voit. Elle dépend du relief, qui va contrôler le drainage et les redistributions latérales des particules. Elle dépend des organismes vivants, dont la végétation, et bien sûr aussi du temps, la durée, l'âge du sol finalement. Et puis, parmi les organismes vivants, il y en a un particulier, c'est l'homme. L'homme dont l'impact sur les sols est de plus en plus prégnant. Et le fait qu'il y ait cette multitude de facteurs qui agissent et qui interagissent dans ce que nous appelons le sol ou la pédogénèse fait que, il y a une diversité extraordinaire dans la morphologie, dans la constitution et dans les propriétés des sols. Tous les sols que je vous montre ici viennent de France. Il n'y a donc pas un sol, mais des sols avec des comportements différents, et c'est pourquoi il faut les connaître afin de les gérer localement au mieux. Car ces sols, ils sont un maillon central du fonctionnement de nos écosystèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en position d'interface, en fait, avec 4 grands compartiments de l'environnement, la biosphère, l'atmosphère, la lithosphère et l'hydrosphère. Et avec ces 4 grands compartiments de l'environnement, ils échangent en permanence des flux d'eau, des flux de gaz, des flux de particules, des flux de molécules, des flux d'éléments. Et on voit donc qu'on est en présence vraiment d'un maillon central, d'une sorte de, de réacteur physico-bio-géochimique qu'il nous faut absolument prendre en compte. Mais pourquoi? Pourquoi faut-il le faire? Quel service nous apporte ce réacteur physico-bio-géochimique? Eh bien, ces services, ils sont multiples. Alors, tout d'abord, on l'a dit, il nous rend des services d'approvisionnement. La production d'aliments, la production de fibres, la production de biomasse, d'énergie. Les 3 F, les 3 F, food, fuel and fiber, on dit en anglais. Sans sol, vous n'avez plus de pain. Sans sol, vous n'avez plus de bois. Sans sol, vous n'avez plus de coton. Un peu plus bas, sur ma diapo, les sols présentent un formidable pouvoir tampon vis-à-vis des événements climatiques extrêmes. Ils sont quelque part l'éponge qui permet d'écrêter les inondations. Ils sont la citerne de récupération des eaux de pluie qui permet de résister à la sécheresse. Plus bas encore, les sols filtrent nos eaux. Ils biodégradent les substances indésirables. Ils transforment une grande partie de nos déchets. Ils épurent. Les sols sont peut-être finalement la plus grande station d'épuration du monde. Les sols sont aussi, encore plus bas, des sources de matières premières, des granulats, des sables, du kaolin, des briques, des pierres. Et là, on commence à se dire qu'il y a peut-être un petit conflit d'usage entre les premières fonctions et celles-ci. Conflit d'usage ou conflit d'intérêt. En haut, à droite, les sols, ils régulent les émissions de gaz à effet de serre. Dans les 2 sens d'ailleurs. Ils peuvent stocker ou déstocker du carbone, émettre ou stocker du CO2, émettre du CH4 ou en stocker. Ils peuvent émettre du N2O également. Plus bas encore, les sols sont un habitat et un patrimoine génétique qui est immense, qui reste encore largement inconnu. Est-ce que vous savez que 70% des antibiotiques que vous trouvez en pharmacie ont été découverts grâce aux micro-organismes du sol?
Et puis enfin, tout en bas, à droite, le sol, c'est notre environnement physique et culturel. Et derrière ça, il y a énormément de choses. Il y a nos paysages, bien sûr. Il y a aussi les traces de notre passé. Il y a notre patrimoine archéologique. Il y a le lieu où reposent nos défunts. Mais aussi, et je l'ai oublié volontairement, le lieu sur lequel se réalisent les expansions urbaines et périurbaines. Ce qui est effectivement une menace pour les sols. Mais ce n'est pas la seule. Je vais vous en faire une petite liste. Ouais, ça marche plus. Voilà. Alors, l'érosion d'abord, par la perte en sol qu'elle provoque, mais aussi par ses dégâts en aval, qui peuvent parfois être dramatiques. Nous avons en France environ 20% de nos sols qui perdent plus par érosion que ce que la nature est capable d'en créer. Par définition, ce n'est pas une situation durable. Deuxième menace, la baisse des teneurs en matière organique du sol, qui est un problème non seulement pour le fonctionnement des sols, mais aussi vis-à-vis de l'enrichissement en CO2 de l'atmosphère. Troisième, contamination, qu'elle soit diffuse ou ponctuelle, par des éléments traces métalliques, ce qu'on appelle des métaux lourds dans le langage courant, ou bien par des polluants organiques, HAP, PCB, pesticides, etc. Je vous épargne la liste. La salinisation. Alors ça ne nous concerne pas trop en France, à part les victimes de la dernière tempête Xynthia, mais ça touche surtout le pourtour de la Méditerranée et puis le pourtour de la mer Noire. Et puis les inondations, les glissements de terrain, et puis bien sûr l'artificialisation, ou ce que j'appellerais plutôt la bétonisation de notre territoire. C'est l'équivalent d'un département français qui disparaît tous les 7 ans. Et une fois imperméabilisés, eh bien, les sols perdent pratiquement tous les services que j'ai cités, sauf celui de support à la construction, bien sûr. Nous avons aussi le tassement, qui est provoqué par des engins de plus en plus lourds. Et ce tassement, il ne touche pas que les sols agricoles. Suite aux tempêtes qui ont ravagé, par exemple, nos forêts, il a fallu faire entrer des engins en catastrophe pour débarder les forêts, et ce, dans de très mauvaises conditions hydriques du sol. Et donc, nous avons actuellement un tiers de la forêt française qui est tassée. La baisse de la biodiversité. Ça peut être tant en nombre d'individus qu'en diversité d'espèces. Bon, ok, est-ce que c'est grave, docteur? Là, il y a un réel débat, et il y a même des polémiques. Alors, je vais vous schématiser un peu ça. Hein. Il y a ceux qui disent les sols sont morts. Il y a ceux qui disent il n'y a que le bio pour sauver la biodiversité. Il y a ceux qui disent oui, là, le problème, puisque ça continue à pousser. Il y a les anti-azote minéral, il y a les pro-compost, il y a les anti-labour et il y a les anti-limaces. Donc je vous laisse choisir votre camp. Vous pouvez d'ailleurs en choisir plusieurs, hein, parce qu'il faut de la biodiversité dans les choix. Ce qui est sûr, c'est que si on perd de la biodiversité, on réduit un certain nombre de fonctions. Et on perd une forme de, comment j'appellerais ça, d'assurance écologique, au sens scientifique du terme écologique. Et puis, tout en haut, il y a l'acidification, qui concerne surtout nos forêts lorsqu'elles sont installées sur des sols pauvres en minéraux altérables. Dans certains cas, on peut réellement se poser la question, est-ce que certains de nos sols forestiers ne vont pas franchir un jour un seuil irréversible? Alors, toutes ces menaces, elles s'exercent à des degrés plus ou moins exacerbés sur la plupart des sols du monde. Voilà, ça marche plus. Et ça marche. Et c'est d'autant plus grave que la ressource en sol, elle est limitée. Alors, bon, les chiffres varient, mais ça, c'est l'incertitude de la science. J'ai vu un poster où c'était 17%, moi je dis 22%, bon, on va arrondir à 20%. Seuls 20% des terres émergées possèdent des sols qui sont théoriquement favorables à l'agriculture. Et parmi celles-là, seulement 60% d'entre elles, sont touchées par une ou plusieurs formes de dégradation. Alors, regardez cette carte des sols du monde. En vert et en bleu, c'est les zones où on est bien. On a à la fois un fort potentiel de production agricole et une assez bonne résistance ou résilience, on va dire, des sols à la dégradation. Alors on se plaint, mais... La France est pas mal, hein. Mais est-ce qu'il faut pour autant détruire le spot bleu-vert de la France, là? Sachant que pour produire l'équivalent dans les zones qui sont rouges ou oranges, il vous faudra à peu près 10 fois plus de surface. Sachant que ces surfaces, partout dans le monde, elles sont en train de disparaître. Alors, je voudrais terminer par quelques chiffres chocs. J'aime bien les chiffres chocs, à ne pas oublier. Voilà.
20 millions d'hectares de sols agricoles sont convertis chaque année dans le monde pour l'expansion urbaine et industrielle, c'est-à-dire plus que la surface des terres arables de la France. Ça fait 6350 mètres carrés qui disparaissent par seconde. En France, ce sont 27 mètres carrés par seconde qui sont imperméabilisés. Alors, Frédéric, il dit 26, mais on n'a pas la même façon d'arrondir, mais de toute façon, vu l'incertitude qu'il y a autour, ça pourrait être 25 ou 28. En gros, c'est un studio qui disparaît par... C'est-à-dire que le temps que je vous dise ça, c'est une surface équivalente à 50 fois cet amphithéâtre qui a disparu. Alors, un autre chiffre choc que j'aime bien, c'est si on met la tonne de CO2 à 5 euros, ce qui n'est pas très cher, hein, mais qui est à peu près le cours actuel. Elle est en dessous, hein, elle est à 3 la tonne. Bon, ok. Bon, Bah, je 5, diminuerai, je ferai une règle de 3. Le stock de carbone organique des sols vaut 27 500 milliards d'euros. Donc, de tête, si elle est à 3, ça fait 18 000 milliards d'euros. Et une augmentation relative de 4 pour 1000 seulement de ces stocks suffirait à compenser les émissions de gaz à effet de serre de la planète. Sachant que d'après le FMI, une bonne tonne de CO2 serait à 110 euros. Pardon ? Sachant que d'après le FMI, une bonne tonne de CO2 serait à 110 euros. Oui. Voilà, faites le calcul. Pas tout de suite. La perte annuelle par érosion de sol est évaluée à 24 milliards de tonnes. Ça, on vous l'a dit dans la vidéo tout à l'heure. C'est-à-dire 3,4 tonnes par habitant et par an. Faites le calcul, si vous avez 80 ans d'espérance de vie, le sol que vous allez dépenser va être beaucoup plus volumineux que votre caveau. La perte annuelle en sol par érosion en France, elle est de 2 à 20 fois supérieure à leur vitesse de formation. Et à l'échelle mondiale, il y a des gens qui vous disent que ce rapport, il est de 100. Un petit exemple sur la contamination. Les pertes de céréales liées à la contamination en Chine représentent un coût de 2,6 milliards d'euros par an. Et puis enfin, combien de sols empruntons-nous ? En fait, on ne devrait pas utiliser le terme « emprunter » parce que, vu qu'on ne le rembourse pas, le sol qu'on emprunte, on devrait dire « empreinte », mais au sens empreinte écologique du terme. Donc, quelle est notre empreinte sur les autres sols du globe ? Et souvent sur les pays les plus pauvres. Bien, la balance de l'utilisation des terres en Europe des 27 montre qu'on a un déficit de 330 millions d'hectares. C'est-à-dire qu'on utilise quelque part dans le monde 10 fois la surface agricole utile de la France pour nos besoins. C'est bien un enjeu qui est mondial maintenant. Alors, ce sont bien des enjeux mondiaux. Et si on regarde les grands défis planétaires, sécurité alimentaire, sécurité de l'approvisionnement en eau, changement climatique, énergie renouvelable, protection de la biodiversité, etc. Au cœur de tout ça, il y a quoi finalement ? Il y a le sol. Et c'est l'émergence en fait de la notion de, je ne sais pas comment le traduire en français, soil security, la sécurité du sol. Il faut bouger, il faut agir. Est-ce qu'on va attendre encore longtemps ? Et je cite Syntex, bien que ce ne soit pas mon auteur préféré, mais pour une fois, il a dit un truc qui n'était pas con. Il dit « Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos petits-enfants. » Donc, sauvez nos sols. Save our soils. Save our soils. Ah, c'était ça, SOS. C'était ça, Titanic, SOS. c'était ça. Le monde bouge un peu. Le monde bouge un peu quand même. Il y a des initiatives mondiales. La FAO vient de créer un partenariat mondial pour les sols, auquel la France et l'ensemble des pays membres de la FAO ont adhéré. Il y a un groupe intergouvernemental d'experts qui a été créé et qui voudrait être au sol un petit peu ce que le GIEC a été pour le climat. Les Nations Unies ont déclaré le 5 décembre serait chaque année la journée mondiale pour les sols. Elles ont également, et on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, proclamé que 2015 serait l'année internationale des sols. C'est le moment d'agir. C'est le moment, à mon avis, de relayer et de décliner ces initiatives, comme nous le faisons aujourd'hui. 2015 sera l'année internationale des sols. C'est à nous, c'est à vous,
de proposer, de profiter de cette occasion pour les faire connaître et les faire reconnaître. Revenez parmi nous, j'ai juste 2-3 questions à vous poser. Le tableau est un peu déprimant quand même. Sans le sol, nous ne serions pas là. Il nous rend ou il nous offre des services dont on ne peut pas se passer, sauf à un coût considérable. Est-ce que vous diriez que le sol, pour reprendre la métaphore de Gaïa, c'est un organisme vivant ? Si je veux être pédagogue jusqu'au bout, est-ce que c'est un organisme vivant ? Allô ? Oui. Non, c'est un écosystème vivant. C'est pas un organisme à part entière, mais c'est un écosystème vivant. C'est un monde complexe qui nous nourrit, qui filtre nos eaux et qui vit, mais en lui-même, c'est pas un organisme. Alors, c'est un écosystème qui est fondé, qui fonde le recyclage. Oui. Il est autosuffisant. C'est le seul écosystème dans lequel on a inventé le mouvement perpétuel. Non, je ne pense pas qu'il y ait de mouvement perpétuel non plus. C'est une part de notre écosystème qui vit, qui fonctionne grâce à la vie, grâce également au monde minéral, à l'eau, au climat, etc. Mais ce n'est pas un organisme. Par contre, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. C'est quelque chose qui influence tous les autres compartiments de l'écosystème. C'est ça que je dirais. Est-ce qu'on le connaît bien ? Malheureusement, peut-être pas assez. Pourquoi ? Parce qu'il est caché, parce qu'on ne l'a jamais regardé. Ça dépend ce que vous entendez par connaître. Je pense que l'homme de la rue le connaît pas forcément. Il voit le macadam ou il voit des mottes sur les champs. Pour moi, connaître le sol, c'est parce que je suis un petit peu chercheur quand même. C'est l'étudier, c'est le creuser, c'est savoir comment il fonctionne. Et là, peut-être que je vais prêcher ma paroisse, forcément. Peut-être qu'on ne met pas assez de billes pour le connaître un peu mieux. D'accord, pas assez de moyens. Pas assez de moyens, vous avez dit pour Bien sûr, ouais, demandez à un chercheur s'il a assez de moyens pour travailler. Non, surtout qu'il va vous répondre. Actuellement partout en France, les chercheurs, la marche pour la science, oui. Pour alerter les pouvoirs publics sur la décrépitude de certains labos et des budgets de recherche. Alors, vous êtes pédologue ? Ouais, on peut dire ça comme ça, oui. Un pédologue, un agronome, un microbiologiste, ils voient le sol différemment et est-ce qu'ils discutent entre eux pour avoir une vision globale du sol ? Bien sûr qu'on discute. Non seulement je suis pédologue, mais je suis agronome aussi à la base. Donc déjà, j'arrive à discuter avec moi-même, c'est pas mal. Ah oui, c'est bien. Ouais. Et bien entendu qu'on discute, bien entendu que, je veux dire, le sol est tellement... C'est tellement un monde, je dirais, complexe, que l'étudier, c'est forcément mélanger toutes les sciences. C'est forcément travailler avec des chimistes, des microbios, des biologistes, des pédologues, des agronomes, etc. C'est pas très français la transdisciplinarité pourtant dans les laboratoires. Les sols obligent à ça, l'étude des sols oblige à ça. Ça nous oblige à ça et c'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites. Oui. Sur les menaces, si je vous ai bien compris, la première c'est la bétonisation. Oui, parce qu'elle est quasi irréversible et puis parce qu'elle est 36 mètres carrés par seconde, ça fait beaucoup quand même. 26, vous avez dit 36. Oui, 26, pardon. Oui. Non, ça c'est moi qui l'ai dit, c'était 27. Ouais, 27, ouais, ok, allez, 26 et demi. 26 et demi, allez. Je vous le fais 26 et demi. Vous dites c'est irréversible, mais est-ce qu'on le sait vraiment ? Si on retire une surface de macadam, le sol, est-ce qu'il a des chances de redevenir vivant, si tant est qu'il soit tout à fait mort ? Est-ce qu'on le sait ? Rien n'est totalement perdu, mais la question c'est que ça coûte tellement cher de retirer la croûte de macadam qu'on va le faire, je dirais, pas très souvent. Donc on aura des exposés tout à l'heure ou demain là-dessus. On peut réhabiliter un certain nombre de sols, mais de là, je dirais, à soulever tout le macadam qui recouvre nos autoroutes et nos parkings de supermarchés, on n'a pas les moyens de le faire. Toujours une question de moyens, décidément. Deuxième stress pour les sols, donc bétonisation, l'érosion. Oui. Qui est due à quoi ? Eh bien, elle est due d'abord à des phénomènes naturels. Enfin, l'érosion, c'est l'impact des gouttes de pluie, le ruissellement, etc. Par contre, on peut faire quelque chose contre ça. Je veux dire, c'est quelque chose contre lequel on peut lutter en milieu agricole. On peut faire en sorte de couvrir le sol. On peut faire en sorte d'aménager des bassins versants pour mettre
je dirais, des barrières à la connectivité, du ruissellement, etc. C'est-à-dire qu'on laisse des haies, des arbres. On laisse des haies, cultive pas, on comme il faut au raisonne, niveau. on raisonne les assolements et l'utilisation des parcelles en fonction de leur position dans le paysage. On ne laboure pas dans le sens de la pente. Enfin, il y a des choses qu'on sait faire là-dessus. Je veux dire, et d'ailleurs, en Normandie, il y a plein de gens qui bossent là-dessus, en particulier en Haute-Normandie. Et on sait faire ça. On saurait le faire. Mais avant tout, c'est un phénomène naturel. Ce qu'il faut, c'est ne pas l'accentuer. Ce qu'il faut, c'est ne pas laisser le sol nu sous des orages en été ou sous des pluies diluviennes en hiver. En troisième menace, vous mettez la contamination par les polluants. Or, pour les agriculteurs bio, ce qui a détruit les sols, c'est la pollution chimique. Non, pour vous, l'ensemble des chercheurs, c'est plutôt un travail du sol inadapté, inopportun. La contamination des sols, ce n'est pas le premier risque auquel est confronté les sols. Parce qu'on a tendance à dire ça. Enfin, la pollution chimique a tout tué, elle s'est biomagnifiée dans les chaînes alimentaires et elle a détruit la vie du sol. Non. Non, il y a contamination et contamination. Il y a des cas de contamination avérés. Bon, l'exemple typique, je ne sais pas, c'est le chlordécone aux Antilles, par exemple. Une énorme catastrophe écologique. C'est un pesticide qu'on déverse sur les ananas, c'est ça? Oui, non, sur les bananes. Sur les bananes. Oui, pour lutter contre le charançon de la banane. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, au départ, quand les gens ont voulu épandre ce truc-là, ils ont dit, vous voyez, ça va être tellement bien retenu par le sol que ça n'ira jamais dans les eaux. Et donc, c'est propre, c'est écologique. Sauf qu'une dizaine d'années après, on s'est aperçu que ce pesticide, il passait directement dans les racines de certains légumes, racines cultivées localement. Donc quoi, enfin, faut gamberger un peu, quoi. C'est pas si simple. Donc, je sais plus du coup où on en était. C'était quoi votre question? Je sais plus. On va demander. Vous êtes attentif? Non. Est-ce que la pollution chimique, vous avez parlé hydrocarbures, aromatiques, polycycliques, atrazines, pesticides, etc. Est-ce que ça peut détruire, ça détruit la vie du sol, ou est-ce que ça altère cette capacité de recyclage de la matière organique par les sols? Alors, de recyclage de la matière organique, peut-être pas, mais ça peut effectivement altérer un certain nombre de fonctions biologiques des sols. Bon, il y a des bébêtes, elles n'aiment pas trop quand on leur balance des antilimaces sur la tête, ou quand il y a trop de plomb ou de cadmium dans l'environnement. Ça peut également, éventuellement, se transmettre dans certaines chaînes alimentaires, mais ce qu'on sait par contre, c'est que, heureusement, entre guillemets, la plupart des polluants qu'on a identifiés, en tout cas en France métropolitaine, ils passent relativement peu dans les plantouilles. Donc, quelque part, on est chanceux. Mais par contre, ils peuvent s'en aller dans l'eau. C'est-à-dire que quand vous avez accumulé des tonnes et des tonnes de plomb ou de cadmium, vous avez une belle érosion qui part dans les rivières. Là, c'est les poissons qui morflent. C'est pas vous, mais c'est les poissons. D'accord, sols français qui sont assez contaminés à l'échelle de l'Europe, comme les sols des vieilles nations industrielles telles que l'Allemagne ou l'Angleterre. Et d'ailleurs, demain, peut-être ce sera dit, ça expliquerait pourquoi on n'a pas beaucoup poussé la Commission européenne à l'adoption d'une directive sol qui nous obligerait à nettoyer, à épurer certains sols. On verra ça demain. Dernière question, un bon sol, c'est quoi pour vous? Ça veut rien dire. Merci. Ça dépend de la fonction ou du service que vous voulez qu'il rende. Et ben voilà. Ça c'est une réponse. Donc il y a un bon sol. Vous, agronome, quand vous regardez votre autre pédagogue... Si je veux faire pousser du blé, c'est pas la même chose que si je veux stocker du carbone ou si je veux conserver des vestiges archéologiques. Enfin, voilà. À chaque fois, il faut regarder la fonction ou les fonctions qu'on veut préserver. Et si on peut les préserver, si possible, à peu près toutes, c'est mieux. Merci. Philippe Pointreau. C'est à vous, prenez le micro. Un petit mot d'abord sur l'agro. Ah, il y a... Voilà. Ça fait presque chouan votre... Je suis en train de me demander là. Ça fait presque chouan votre... Ça fait écusson de chouan. Vous en voulez un? Je crois que je suis obligé de le mettre. Merci, je vais le mettre, ne vous inquiétez pas. Solagro, en 2 mots pour nos amis. Solagro, c'est une association qui est basée à Toulouse, donc plus au sud.
qui a été créé en 1981, qui s'intéresse au développement des énergies renouvelables et à l'agroécologie. Voilà. Et vous avez établi une espèce de programme négawatt de l'agriculture qui s'appelle AFTER 2050, qui essaye justement de faire en sorte que ce que vient de nous montrer Dominique s'arrête, ralentisse, ne perdure pas. Vous partagez le constat de Dominique et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez? Le constat, oui, ça, je pense que globalement, on le partage. Nous, c'est vrai, la question qui s'est posée, c'est avec ce constat, puis d'autres que je vous présenterai dans quelques diapositives très rapides, on se demandait si finalement, comment on allait se nourrir, comment la France allait se nourrir, on ne parlait pas du monde, comment la France va se nourrir en 2050. Quoi. Attendez, parce qu'il y a un risque. Le constat, c'est que de la façon dont on se nourrit aujourd'hui, on ne pourra pas se nourrir avec nos sols en France en 2050, oui. Donc, attendez, il n'y a pas eu de famine en France depuis 1720 et des brouettes. On pourrait, si ce n'est une famille, arriver sur une pénurie alimentaire? Si on ne change pas de régime alimentaire, on n'arrivera pas à se nourrir, oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre régime alimentaire qui vous déplaît, Philippe Pointreau? Si, en Normandie, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Hein, quand je dis en Normandie, moi, ce que j'aime, c'est les fromages, mais les fromages au lait cru ou le cidre, mais avec du haut de tige. Voilà, donc il y a des bons produits, mais les bons produits, il ne faut pas les manger, pour les apprécier, il ne faut pas les manger tous les jours et tout le temps, quoi. C'est des produits rares et précieux, donc la question de notre régime alimentaire, c'est que certains produits, en particulier les produits carnés ou laitiers, on en consomme beaucoup aujourd'hui et que ça consomme beaucoup d'espace, puisque 80% de la surface agricole est destinée à la production de lait ou de viande, quoi. Attendez, 80%? Oui, tant 80%. que ça? Ah bon? 50%, c'est les prairies permanentes, ouais. Enfin des prairies, on va dire, pas que permanentes. Et puis après, il y a toutes les céréales, l'essentiel des céréales est autoconsommé par les animaux, hein, tout le maïs pratiquement, à part le popcorn, une bonne partie du blé, tout l'orge, tout le sorgho, tous les tourteaux, donc quand vous pressez une bonne partie aussi des protéagineux, donc oui, une grande partie de notre production agricole va à la production animale. Oui, mais si on mange moins de viande, on boit moins de lait, on aura besoin de moins de prairies. Or, les prairies, c'est bien pour les sols. Alors, comme j'ai dit, les ruminants ne mangent pas que de l'herbe et les monogastriques, comme les cochons et les poulets, ne mangent pas d'herbe. Donc il y a des marges de manœuvre. Donc l'idée, c'est de ne pas toucher aux prairies permanentes, parce qu'ils ont des fonctions de régulation sur la biodiversité, et puis c'est des espaces très productifs. Mais là où on peut jouer, c'est sur les terres labourables. Je repense à un chiffre, excusez-moi, pour montrer ça, l'impact de la nourriture animale. Dans un litre de lait, il y a... Tiens, je posais la question à notre public. Dans un litre de lait, à votre avis, il y a combien de concentré de tourteaux en grammes? Qui ose? Allez, il suffit juste qu'il y ait une main qui se lève et normalement ensuite toutes les mains vont se lever. Non, personne n'ose, se tente. 100 kilos dans un litre. Ah, il est lourd votre litre. Combien? 10 grammes? 200 grammes? 250 grammes, qui dit mieux? La réponse? Je crois que la moyenne c'est 160, mais voilà. Donc des vaches qui font du lait avec de l'herbe, c'est très rare en France, quoi. Voilà. Donc même les vaches, les ruminants consomment des concentrés, des tourteaux de soja, quoi. Et on n'ose pas imaginer ce qui va se passer dans la ferme des 1000 vaches. Je sais que le sujet est plus en général. Les 1000 vaches iront difficilement pâturer, ça c'est une certitude. De toute façon, il n'y a pas de pâture, donc le problème est réglé. Ils vont être 4 à s'en occuper, mais il paraît qu'elles seront très bien, le bien-être animal est respecté. Puisque ce qu'on rêve peut se réaliser en 2050. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce scénario. Et comme tu l'as dit, qui est couplé au scénario Négawatt, qui est un scénario de transition énergétique pour se sortir à terme des énergies fossiles. Voilà. Là, il y a une publication qui est disponible sur notre site, donc les chiffres, je ne vais pas trop vous en donner ce soir. Si vous voulez aller les regarder, vous irez télécharger la brochure. Ah non, c'est pas ça, donc c'est l'autre. Voilà. Alors, les enjeux, on les a vus. Alors, la particularité de la France, quand même, en Europe, c'est que c'est un des rares pays qui va voir sa population grimper d'ici 2050. En moyenne, jusqu'en 2050, on va gagner 200 000 habitants par an. On en gagne plus en ce moment, on est plutôt à 300 000 et on en gagnera un petit peu moins après. Il y a un véritable enjeu aussi sanitaire, on l'a parlé aussi sur le sol, parce qu'il y a quand même des contaminations. Hein.
le cadmium, les pesticides, etc. Mais surtout la façon de se nourrir, qu'est-ce qu'on mange et comment on mange. Donc il y a bien aussi tout l'enjeu de préserver nos ressources naturelles, les services écosystémiques a été très bien présenté, fertilité des sols, qualité de l'eau, qualité de l'air, les paysages, la biodiversité. Après, il y a un enjeu qui est vraiment important et qui se retrouve aussi avec les sols, puisque les sols stockent beaucoup de carbone. C'est quand même que l'enjeu, ça va être de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et ça, c'est quand même un vrai challenge. Parce que là, pour l'instant, on divise pratiquement par rien. Si les émissions de gaz à effet de serre baissent un peu en France, c'est surtout parce qu'on a externalisé une grande partie de notre industrie et notre production de biens en Chine. Donc en fait, pour l'instant, on ne baisse pas beaucoup. Sachant que le challenge de 4, c'est pour essayer de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Voilà. Après, il y a essayé de réduire l'utilisation des ressources fossiles, soit pétrole, gaz, etc. Non seulement parce que ça crée du CO2, mais aussi parce que c'est des biens qui vont devenir rares, qui sont coûteux, qui sont dans des pays où parfois c'est pas facile de négocier. Donc c'est quand même pour la France aussi un enjeu majeur. Voilà. Et puis il y a le fait aussi, outre l'énergie, il y a aussi tous les matériaux qu'on consomme pour goudronner les routes, pour construire des immeubles. Il faut quand même savoir que chaque Français consomme à peu près 17 tonnes de matériaux par an, et 45 si on compte tous les sous-produits pour extraire ces 17 tonnes. Quoi. Voilà. Donc on n'est pas sûr de... Si demain il faut se sortir, produire aussi une grande partie de notre énergie sur notre propre territoire, et donc se substituer aux énergies fossiles ou nucléaires, bon, on va aussi pas mal solliciter, on a parlé ici de tout ce qui peut venir de la mer, mais donc il y aura le solaire, il y aura l'éolien, mais il y aura aussi la biomasse, quoi. Et la biomasse vient du sol. Voilà. Donc, je ne pars pas toujours du bon côté. Voilà. Alors, un point clé, donc la première partie de l'équation, c'est la population qui augmente en France. Deuxième partie de l'équation, c'est qu'après les 30 glorieuses, où les rendements agricoles ne faisaient que croître, on a découvert qu'à partir des fin des années 90, en fait, on atteignait un palier des rendements, quelles que soient les productions, pratiquement. Alors, il y a plein de causes. Hein. On peut parler de la fertilité des sols, éventuellement, du réchauffement climatique, ça c'est pas mal mis en avant, de l'arrêt du développement d'irrigation, c'est-à-dire qu'avant, le rendement du maïs croissait parce qu'on développait l'irrigation, qui permet de faire gagner 30 à 40 quintaux par hectare. Aujourd'hui, l'irrigation est stoppée pour manque de ressources en eau. Il y a aussi la pollinisation maintenant qui est mise en cause. Enfin, il y a tout un tas de facteurs. Peut-être qu'aussi que les agriculteurs, ils ne cherchent plus non plus le rendement maximum, mais un rendement optimum. Donc toujours est-il que ces rendements stagnent, pas seulement en France, en toute l'Europe et aussi aux États-Unis. Donc c'est un phénomène relativement global. Voilà. Donc il n'est pas sûr que, en fait, cette courbe, ce palier, peut-être qu'il va rester comme il est. Voilà, ça c'est une hypothèse. Non, zut, à chaque fois je pars toujours du mauvais côté. Voilà. Alors après ça, on en a beaucoup parlé, mais là vous avez au moins la carte géographique de ce fameux, tout ce qu'on entend beaucoup là, de perte de terres agricoles et d'artificialisation. Donc c'est vrai que la perte de terres agricoles, c'est entre 90 000 et 100 000 hectares par an. Donc on en a perdu, le pic des surfaces agricoles en France, c'était en 1960, et depuis on a déjà perdu 5,6 millions d'hectares. Et comme je disais, avec 5,6 millions d'hectares, on peut nourrir plus de 10 millions de personnes, quoi. Donc déjà, en l'espace de 50 ans, depuis 1960, on a perdu de quoi nourrir en France un peu plus de 10 millions de personnes. Donc ce qu'on voit, c'est que certains secteurs sont particulièrement touchés. On voit bien la région de Caen, hein, Toulouse, on est pas mal non plus. Enfin, en fait, beaucoup autour des villes, souvent dans des zones les plus fertiles, dans les plaines, bien entendu aussi sur tout le littoral. Voilà. Et là, on a un phénomène, d'ailleurs, il y a un panneau là où on explique que Caen perd à peu près, je ne sais plus combien il y avait, 1000 hectares, et ça représentait, je crois, 1200 mètres carrés par habitant supplémentaire à Caen. Donc ce phénomène est très bien connu aujourd'hui. On connaît à peu près les causes, mais l'arrêter va être compliqué, parce que donc la population grimpe, la population se déplace dans le territoire, des régions comme Champagne-Ardenne qui perdent de la population. Donc c'est vrai que dans la question du début, c'était faut-il choisir entre la biodiversité, l'agriculture et l'artificialisation et l'urbanisation. Je pense que là, on n'a pas le choix, il faut maintenir et la biodiversité et l'agriculture. Sur l'urbanisation, on a quand même des choix
des choix à faire, quoi. On n'est pas obligé de concentrer forcément toute la population et vider les campagnes comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Philippe, il y a un truc qui m'étonne, c'est l'Alsace. On n'imagine pas spontanément que toute l'Alsace est concernée par le phénomène. Pourquoi ? Ben, l'Alsace, il y a quand même, si tu vas, l'Alsace, c'est des villages de maisons, hein. Donc et on sait très bien que le pavillonnaire, la maison individuelle, est ce qui consomme le plus d'espace, à peu près 30 fois plus que le collectif. Donc c'est une des raisons, quoi. Voilà. Après, il y a Rhône-Alpes aussi, enfin, on voit très bien l'Île-de-France. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la migration de population d'une région vers d'autres, de la ville vers la campagne, même, enfin, la proche campagne, c'est-à-dire les gens, ils aiment bien avoir leur pavillon. Il y a aussi le tourisme, qui consomme beaucoup d'espace. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène, avec, comme on a parlé de politique, je crois que l'interlocuteur qui me suivra parlera aussi des enjeux politiques, on en a parlé tout à l'heure. Il faut quand même savoir que la vente de terrains agricoles crée une plus-value foncière de 5 milliards d'euros par an, quoi. Donc ça fait beaucoup d'argent sur la table, qui fait que les terrains à bâtir se vendent à peu près 20 ou 30 fois plus les terrains agricoles, et donc forcément, c'est difficile de stopper une telle plus-value, quoi. Voilà. Alors, la conclusion de tout ça, c'est quand vous avez une population qui croît, des rendements agricoles qui stagnent et des surfaces agricoles qui diminuent, forcément, si on regarde la production agricole française exprimée là, en gigajoules, on arrive à un plateau, et puis même, ce qui risque de se passer, on n'ose pas trop faire la courbe jusqu'en 2050, enfin, la courbe va se remettre à baisser, quoi. C'est-à-dire que la production agricole, comme les surfaces agricoles, par habitant, on va disposer de moins en moins de ressources. Voilà. Et ça, les gens n'ont pas encore compris que la France, qui est un pays finalement très vaste, avec des terres très fertiles, on l'a montré, finalement, on va avoir du mal à s'autosuffire, quoi. Voilà. Et si on voit les sécheresses de 1976 et 2003, c'est à peu près 25% de la production agricole en moins, ces années qui vont se généraliser dans les années 2050. Donc, l'impact sera peut-être encore plus fort sur les rendements agricoles, quoi. Voilà. Donc, quand on a compris ça, on se dit qu'est-ce qu'on fait ? Alors, soit la France est riche et importe de plus en plus de produits, comme le fait l'Europe. Hein, l'Europe importe de plus en plus de produits du reste du monde. Donc, c'est vrai que ce n'est pas l'Europe qui nourrit le monde, c'est le monde qui nous nourrit. Soit on met en place des actions. Alors, forcément, la première action, je pense que vous en parlerez pendant ces 2 jours, c'est de préserver les terres agricoles. Voilà, mais ça, on sait que ce n'est pas un enjeu facile. Et puis après, c'est de travailler aussi sur des pratiques agricoles beaucoup plus durables et respectueuses de l'environnement. Mais c'est aussi inéluctable de changer notre régime alimentaire. Voilà. Alors zut, chaque fois, je n'y ferai pas du tout. Vous avez du mal, hein ? Ouais, j'ai du mal. Alors là, voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure dans la question posée là sur, donc on voit très bien que si on regarde les protéines, parce que ça c'est les protéines, aujourd'hui l'essentiel des protéines que l'on consomme sont à 2/3 animales, et l'objectif, donc si on veut réduire cette pression, c'est de passer à 2/3 de protéines végétales, donc c'est les 2 camemberts que vous avez là. Il y a aussi un enjeu important sur le poisson. Les poissons représentent quand même 8% de nos protéines. Et là aussi, on a un stock, enfin une pêche mondiale qui n'augmente pas, des stocks qui ne sont pas en bonne santé, et une population qui va croître. Donc, et la France importe déjà 2/3 de ses poissons. Donc là aussi, c'est une ressource extrêmement intéressante d'un point de vue nutritionnel, mais certainement on sera amené à manger beaucoup moins de poissons. Alors, voilà. Donc, nous, on a travaillé pour essayer de voir comment, avec ce contexte exposé, mettre en place des pratiques agricoles beaucoup plus respectueuses du sol et de la biodiversité, qui consomment moins d'intrants, comment on pouvait équilibrer donc, cette production agricole à la demande alimentaire. Donc, en fait, on a refait une assiette qui est celle de droite. Et avec cette assiette-là, on sera capable en 2050 de satisfaire à partir de nos sols l'ensemble des besoins alimentaires des Français. Donc en fait, ça veut dire quoi ? D'ailleurs, ça répond pas mal aux questions posées par le Plan national nutrition santé, qui est de consommer plus de fruits et légumes. Vous voyez, c'est une part qui va augmenter. Dans les céréales, il faudra aussi surtout consommer
plus de céréales complètes, donc pas seulement des céréales raffinées, c'est important en termes de nutrition. Et puis on va diminuer donc la consommation de lait et de viande, en particulier donc essayer de faire du lait beaucoup plus produit à l'herbe et moins en concentré. Donc la Normandie, le choix reste à faire, puisqu'en Normandie vous avez tout, vous avez production de lait à l'herbe, qui font des fameux fromages AOC, puis vous avez ce qui arrive de Bretagne avec du maïs en silage et du tourteau de soja. Donc là il y aura des choix à faire. Voilà. Et pourquoi vous voulez nous diminuer nos boissons alcooliques ? Un petit peu, mais on en laisse quand même. Donc là, on a. Ah bon ? Parce que là, les repas de Noël en 2050, ça consomme pas beaucoup de surface. Et puis c'est vrai que là où on fait des vignes, en général, on peut difficilement faire autre chose. Un verre de vin, c'est quand même pas forcément mauvais pour la santé. Donc il reste quand même. Alors c'est vrai que là, comme c'est en grammes. Les boissons sont quelque chose qui contiennent quand même beaucoup d'eau aussi, donc ça représente dans l'assiette une part importante. Exprimé en termes de calories ou de protéines, ça ne représenterait rien, en termes de calories, moins aussi. Voilà. Donc alors après, ce qui est important, c'est que dans cette transition agricole et alimentaire, il faudra aussi une transition culinaire pour que cette assiette soit particulièrement goûteuse, comme les Français savent le faire. Donc il y a aussi tout un enjeu à continuer à faire des plats extrêmement goûteux avec finalement des produits de base dont les proportions auront quelque peu changé. Voilà. Non, je vais y arriver. Voilà. Alors les résultats, en fait, je vais passer vite, c'est que l'hypothèse qu'on on a pris dans le scénario, c'est quand même qu'on va réduire la perte de terres agricoles, l'artificialisation par un facteur 2. C'est ce que d'ailleurs les élus se sont engagés à faire. Bon, on n'y est pas encore. L'idée aussi, c'est de maintenir toutes les prairies naturelles, sauf que dans le scénario aujourd'hui, on a encore à peu près 2 millions d'hectares qui n'ont plus d'utilisation. Donc soit il faut qu'on fasse encore des vaches qui mangent plus que de l'herbe, soit éventuellement avoir une autre utilisation de cette herbe, éventuellement en énergie. Voilà, on développe des pratiques agricoles, agroécologiques qui permettent de maintenir les sols. Voilà, on augmente la part des légumineuses, on essaye d'avoir une couverture permanente, etc. On développe la lutte biologique pour essayer de faire baisser la consommation de pesticides. On augmente fortement la part de l'agriculture biologique qui devrait être déjà à 20% en 2020. Donc nous, on sera à 50% en 2050. Voilà. En fait, la production agricole, elle ne va pas tellement baisser. C'est plutôt l'utilisation qu'on va en faire, mais enfin, elle va quand même baisser. Par contre, le scénario, dans les conclusions, parce que nous, on voulait un scénario qui soit entièrement chiffré, on ne baisse que par 2 les émissions de gaz à effet de serre, donc on n'est pas sur un facteur 4. Ça veut dire que les autres secteurs économiques, les transports, l'habitat, l'industrie, vont devoir baisser d'un facteur 6 à 7. C'est-à-dire que dans les transports, il y a des sacrées économies à faire. On baisse pratiquement, on a fait avec 2,5 l'azote minéral, on divise par 3 la pression phyto, qui devrait déjà être diminuée de moitié en 2018, je vous rappelle. On réduit les prélèvements les émissions d'ammoniac et les prélèvements d'eau, puisque les scénarios qui sont faits par les agences de l'eau aujourd'hui avec le réchauffement climatique prévoient une baisse du débit des grands fleuves en France de 30 à 50%. Donc on va réellement manquer d'eau en été. Au niveau de l'élevage, donc là, il y a une mutation assez importante, que ce soit dans les élevages de porcs ou de volailles, où on va essayer de réduire, disons, la production de volailles plus intensive, c'est-à-dire les poulets à 40 jours bourrés d'antibiotiques, on va essayer de faire autre chose. Et l'élevage bovin, on en a parlé, avec peut-être remettre en route des races beaucoup plus mixtes, c'est-à-dire qui fassent et du lait et de la viande, ce qu'on a abandonné. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on voudrait essayer de retrouver, de tester, la faisabilité. Voilà, je crois que c'est la dernière diapositive. Donc c'est vrai qu'on aura une assiette beaucoup plus saine, donc qui va se rapprocher du régime méditerranéen. Donc voilà, moins de lait, moins de viande, moins de sucre, moins de protéines, moins de calories, plus de légumes, plus de fruits, plus de poissons si possible. On va continuer à avoir des échanges avec le reste du monde. En particulier, on va exporter sur
des céréales, alimentation humaine vers la Méditerranée et le Moyen-Orient, qui va en manquer. Par contre, on va quasiment supprimer les importations de soja d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. Et puis, on va demander aussi une contribution plus importante à la biomasse, que ce soit le bois, que ce soit les agrocarburants ou le biogaz, pour contribuer à la production d'énergie. Donc, on aura des fermes, on espère, beaucoup plus diversifiées que la tendance actuelle, qui ne produira pas forcément que des biens alimentaires. Voilà. Merci Philippe. Gigawatt, son programme est très bien, mais il n'est pas chiffré. On ne sait pas à quel coût on va pouvoir s'engager vers ce scénario. Où est-ce que vous l'avez chiffré, ce changement de société agricole? En termes économiques? Oui. Non, on ne l'a pas chiffré. Non, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, déjà, on a fait ce travail-là, qui est pour une structure comme la nôtre déjà un gros travail, puisque déjà de chiffrer tout ça, c'est beaucoup de... Là, on commence à travailler sur le volet emploi, c'est-à-dire, parce que les gens nous demandent, oui, mais alors, qu'est-ce qui va se passer en termes d'emploi, quoi. Alors, on sait ce qui se passe aujourd'hui en termes d'emploi, c'est-à-dire qu'on perd 19 000, l'agriculture perd 19 000 emplois par an. Donc c'est vrai que dans le contexte actuel de chômage, on se demande si c'est vraiment une voie intéressante. Donc on sait ce qui se passe aujourd'hui. Nous, voilà, on essaye de voir avec un scénario où on va produire plus de produits de qualité, consommer moins d'intrants, moins polluer, avoir une meilleure santé des consommateurs, parce que si on veut parler économique, il faut tout mettre sur la table. Si vous regardez aujourd'hui le coût des affections longue durée, dont les trois principales sont quand même le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers, une partie est liée à l'alimentation, la qualité, la façon de s'alimenter, et ça représente à peu près 45 milliards d'euros par an, et chaque année, il y a 1,2 million de personnes qui y rentrent, qui coûtent à peu près 5 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Donc les économies, elles sont entre autres à faire là aussi, quoi. Donc c'est vrai qu'un scénario comme ça, chiffré, c'est quand même un défi pour les économistes. Alors, on aimerait bien en trouver, on en a trouvé un à Paris, là, pour essayer de commencer à chiffrer ça, mais c'est quand même un gros travail, donc peut-être qu'on va trouver des universitaires qui vont nous aider, parce que nous, tout seuls, on ne va pas y arriver. Ça a été perçu comment par le monde agricole, After 50 ? On vous dit que vous êtes idéaliste, que c'est utopiste, que la France, que l'agriculture doit continuer à exporter, à travailler pour le monde entier, parce que là, ce que vous dites, c'est que finalement, il faut revenir un peu sur nous-mêmes, consommer avant tout ce que nous produisons, et ne plus ou moins produire pour l'extérieur, moins exporter. Bon, ce qui est intéressant, c'est le changement du régime alimentaire. Les gens ne mettent pas trop, enfin, ça leur pose pas, y compris les agriculteurs, c'est pas ça qui leur pose des vraies questions, quoi. Et on voit bien que finalement, changer l'assiette, c'est à la portée de tout le monde. Donc si tout le monde se met à changer à la fois ce qu'il consomme, où il achète, ce qu'il achète, enfin, je veux dire, pour moi, en Normandie, je veux dire, quand les camemberts au lait cru de 5% aujourd'hui sera passé à 100%, ça va changer la face de l'agriculture. Donc il y a une responsabilité du consommateur, et cette révolution-là, elle est facile. Y compris l'agriculteur, ça ne lui pose pas vraiment de problème. Après, forcément, quelqu'un qui est éleveur laitier ou autre, ça lui pose des questions. Alors il y en a un qui, une fois, j'ai vu, il dit, c'est la deuxième fois que j'entends After, hein, je comprends mieux les enjeux. Et je pense que la profession agricole, ce qui les intéresse quand même, c'est le volet prospective. Parce que nous, on travaille par exemple sur 4 régions, donc, qui sont la Picardie, la région Centre, la région Île-de-France et la région Rhône-Alpes. Bon, en Picardie, qui est une région largement tournée vers l'exportation, hein, betteraves, pommes de terre, plus de 50% de sol en blé. Même les légumes de Bonduelle sont en partie exportés. Raison pour laquelle on veut creuser le canal Seine-Nord pour exporter plus facilement ces produits. Ils se disent aussi, oui, mais les prix sont très volatiles. On a autour la Picardie, à l'Île-de-France, il y a Bruxelles, il y a Londres. Donc ils ont tout un tas de populations à nourrir autour d'eux. Et quand même une réflexion beaucoup plus tournée vers les lieux de consommation proches. Ce que la loi d'orientation agricole appelle maintenant les systèmes alimentaires territorialisés, hein, c'est un article spécial de la loi d'avenir. Je pense que c'est une vraie réflexion et ils sont assez ouverts à ça, quoi. Alors, en général, ils travaillent sur les 2 scénarios, quoi. Faire du lait déshydraté pour la Chine ou faire du lait à l'herbe. Voilà, il y a les deux. Donc le volet prospectif intéresse quand même les gens. Voilà. Après, c'est toujours difficile pour chacun de se remettre en cause, hein, quel que soit l'individu. Donc un scénario comme ça qui... on voit bien la prospective, mais comment on va y arriver, comment on va muter, ça sera difficile pour tout le monde.
avec une transition, parce que After, bon, pour l'instant, c'est une prospective. La transition, c'est quand même, elle est déjà en route, et ça va être assez difficile à mener. Ça va demander des gros investissements. Donc, comment on va trouver l'argent, comment on va faire les choix financiers. Donc ça, c'est les politiques qui vont arbitrer, quoi. Comment on va orienter, entre autres, cette politique agricole. En période de crise, avec un gouvernement qui vient de s'asseoir sur l'écotaxe, c'est pas garanti qu'on ait du courage et des sous. Ça, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de courage. Non. J'ai fait un calcul vite fait. Vous avez dit depuis les années 60, on a perdu 5-6 millions d'hectares, 10 millions de personnes. Ça veut dire qu'il faut 5000 mètres carrés pour nourrir une personne en France. Actuellement, chaque Français dispose de 5000 mètres carrés. On peut considérer que la France, parce que nous, on a chiffré les surfaces que la France importait et les surfaces qu'elle exportait. D'accord. Donc ce qu'on importe, c'est 8,4 millions d'hectares. Ce qu'on exporte, c'est 7. Donc on est déficitaire de 1,4 million d'hectares. Mais dans 1,4, ça correspond largement au déficit des produits issus du bois. C'est-à-dire qu'on importe énormément de bois, de pâte à papier, de papier, etc. Alors qu'on est couvert de forêt. Alors qu'on n'exploite que 60% de l'accroissement forestier. Donc c'est vrai que là, on pourrait largement produire nos besoins en bois et produits dérivés du bois. Donc là, on serait à l'équilibre, voilà. Mais à l'équilibre, comme l'a monté Arouet, là, c'est-à-dire qu'avec des terres parmi les meilleures du monde, quoi. C'est-à-dire que l'hectare de terre agricole en France, c'est pas pareil qu'un hectare de terre agricole en certains coins de nord de la Russie ou certains coins d'Afrique, quoi. Donc c'est des terres très fertiles. Donc on s'autosuffit, et donc on peut en déduire qu'avec 5000 mètres carrés aujourd'hui, qui est la surface agricole par habitant, un Français peut se nourrir avec 5000 mètres carrés. Mais il n'en disposera plus que de 3500 en 2050. Quoi. Donc, soit on est capable d'augmenter un peu la production avec moins d'intrants, puisqu'il faut moins polluer, ça c'est quand même pas évident. Donc la meilleure voie quand même, c'est de consommer différemment pour laisser des marges de manœuvre au sol. Merci. Philippe. Vincent Renard, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS.